Bonjour à tous, bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Alors 3h15 d'échange hier pour Emmanuel Macron avec des Français de Bourg-de-Péage qui étaient venus pour un grand débat citoyen. Qu'est-ce qu'il vous a dit Emmanuel Macron dans la soirée, tard, quand vous êtes rentré? Comment est-ce qu'il a trouvé ça? Il a trouvé ça très intéressant parce que depuis déjà un moment, il souhaitait discuter comme il aime le faire, comme il le fait depuis le début du quinquennat, avec les citoyens, avec les Français, avec des gilets jaunes, avec des Français qui souffrent. Parce que hier, dans la salle, il y avait une vingtaine de personnes en gilets jaunes, mais elles étaient beaucoup plus nombreuses à être elles-mêmes des gilets jaunes. Mais est-ce que c'est utile? Parce que sur le fond, il ne cède rien. Par exemple, l'ISF, il défend sa réforme. Il entend les Français, Emmanuel Macron? Mais sur l'ISF, il l'a déjà dit. Il a dit hier soir à 2 questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a 2 ans, lorsqu'il y avait l'ISF, il y avait moins de chômage? Est-ce qu'il y avait moins de précarité? Est-ce qu'il y avait moins de pauvreté? Et tout le monde a répondu non. Ça, c'est une chose très importante, le sujet de l'ISF. Il a été supprimé, non pas totalement, supprimé sur la partie... il reste la partie immobilière. Il reste la partie immobilière. Ceux qui veulent garder de l'argent, ils payent l'ISF comme avant. Par contre, sur d'autres sujets, il a entendu des choses. Il a entendu des choses sur le handicap. Il y a eu des témoignages très émouvants. Sur l'hôpital, il a entendu des choses sur les impôts, sur la fiscalité évidemment, sur la pauvreté. Et il a dit à tout le monde qu'il tiendrait compte de tout cela. Parce que moi, je vais vous dire une chose très simple. Si nous sortons de ce grand débat comme nous y sommes entrés, alors c'est fini. La coupure entre le peuple et les élites, elle sera définitive. Ce ne sera pas une coupure, ça sera un fossé, ça sera un abîme. Donc il faut absolument à la fois garder l'orientation sur laquelle il a été élu, parce que nous voulons réaffirmer que la démocratie représentative, c'est notre démocratie, c'est-à-dire que les citoyens élisent un président de la République et des députés. Et puis si ça ne leur plaît plus, aux prochaines élections, ils en changent. Mais qu'en même temps, et il l'a redit hier soir, et c'est mon sentiment fort, il faut plus associer les citoyens, les Français, aux prises de décision. Alors, pas de changement d'orientation, dites-vous. Pourtant, il y en a une sur le glyphosate. Au cours de ce débat, Emmanuel Macron a dit la France ne parviendrait pas à se passer du glyphosate à 100% dans les 3 ans, comme il s'y était pourtant engagé. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que l'objectif d'une France sans glyphosate à l'horizon 2021 est abandonné? Ah non, pas du tout. Mais absolument pas. Donc en 2021, plus de glyphosate en France? Non, c'est exactement ce qu'il avait dit lorsqu'il l'avait annoncé et il l'a redit hier soir. Nous ne laisserons personne sans solution. Il se trouve qu'il est possible que certaines filières n'arrivent pas aussi vite. Donc nous les aiderons et peut-être tout le monde ne sortira pas. Mais je vais vous dire, si 80% de l'agriculture française se fait sans glyphosate au 1er janvier 2021, ça sera un immense pas en avant alors que l'Union européenne voulait garder le glyphosate pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est annoncé 5 ans. La France est en avance. C'est le premier pays. À quelle échéance? 1er janvier 2021. 100% sans glyphosate. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question le plus vite possible. Il faut faire des transitions. Vous savez, je ne vais pas vous raconter des histoires. L'objectif d'Emmanuel Macron de sortie du glyphosate au 1er janvier 2021 est l'objectif politique. Nous allons l'atteindre, je pense, pour 80% de l'agriculture française. Si nous arrivons plus vite, tant mieux. Si nous n'y arrivons pas, le président de la République a toujours dit « nous ne laisserons personne sans solution ». Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il faut aller de l'avant. Moi, mon objectif, comme ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est d'accompagner la transition de l'agriculture, d'accompagner la mutation de l'agriculture, et c'est de faire en sorte qu'on se passe du glyphosate. Parmi les contributions nombreuses à ce grand débat, il y en a beaucoup qui réclament la suppression pure et simple du Sénat. Vous avez été patron des sénateurs socialistes, est-ce qu'il faut supprimer cette institution? Non, je ne crois pas. Alors après, je comprends, il faut supprimer le Sénat, il faut peut-être supprimer des ministres, et les élus sont trop payés, enfin, j'entends tout cela. Lorsqu'il y a une souffrance, lorsqu'il y a des réactions comme ça... Ça sert à quelque chose, le Sénat? Oui. Parce que le bicamérisme en France, le fait qu'il y ait 2 chambres, c'est quelque chose de très important. Que nous devions faire la loi plus vite, que nous devions faire la loi autrement, plus associer les citoyens, qu'il n'y ait pas 2, 3 navettes comme cela qui fassent perdre du temps, vraisemblablement. Mais le Sénat, c'est le contre-pouvoir de l'Assemblée nationale. Et si je suis objectif, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que le Sénat joue ce rôle. Et c'est tant mieux, parce que tout pouvoir, même s'il a une grande majorité, a besoin d'un contre-pouvoir. Le Sénat, c'est la chambre des territoires. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on regarde ce mouvement depuis quelques semaines des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est, en gros, au fond d'eux-mêmes? C'est de se dire que parfois la province est oubliée par Paris, par les élites. Et donc le Sénat représente les territoires. Moi, j'y suis très attaché.
qu'il faille réduire le nombre de sénateurs, sans aucun doute, qu'il faille travailler différemment, c'est ce que nous voulons. Mais le maintien du bicamérisme de 2 chambres, des députés moins nombreux, des sénateurs moins nombreux, mais plus efficaces, je pense que c'est ça l'équilibre politique de notre pays. Avant d'en venir à un autre dossier qui vous concerne au ministère de l'Agriculture, un mot sur la mobilisation de ceux qui s'appellent les foulards rouges, qui appellent à manifester dimanche pour défendre les institutions contre les violences, pour certains aussi pour défendre Emmanuel Macron. Certains députés de La République En Marche ont prévu d'y aller. Est-ce que vous avez envie de participer à cette mobilisation ? D'abord, je ne pourrais pas y aller pour des raisons d'agenda, mais je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui se mobilisent. On est dans une mobilisation citoyenne. Mais il faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent. Vous appelez les gens à se mobiliser ? Non, je n'appelle rien. Je dis simplement que le débat doit se faire et que ce n'est pas uniquement dans des manifestations pour ou contre que les choses doivent se faire. Mais je comprends qu'il y ait des gens hier soir, par exemple, il y a 2 personnes qui travaillent dans le monde économique qui disent « mais attendez, là-haut, il va falloir que ça s'arrête parce qu'il y a aussi de l'économie. » Est-ce que vous appelez les ministres, par exemple, à y aller ? Est-ce que ça serait une bonne idée ? Ah non, mais alors moi, je ne me permets pas, et ce n'est pas mon rôle d'appeler des ministres à y aller. Chacun fait comme il l'entend. Mais c'est vrai qu'il y a cette voix aussi à faire entendre, parce que je pense que, je regardais tout à l'heure ce qui était annoncé, le sondage dans le JT, je pense qu'il y a aussi des gens qui veulent soutenir le président de la République. Un mot justement important sur la crise de la grippe porcine qui concerne votre ministère. Il y a beaucoup de grippe porcine africaine qui se trouvent justement, on le sait, en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française. Pour l'instant, la France n'a pas été touchée. Il y a de gros moyens qui sont déployés. Est-ce que vous nous confirmez que l'armée va être mobilisée ? Alors, c'est la peste porcine africaine. D'accord. Et je veux dire que la France est indemne, toutes les autorités sanitaires l'ont indiqué, et que cette peste porcine africaine est intransmissible à l'homme. Je préfère le dire Bien pour sûr. vous téléspectateurs, les citoyens, les Français ne sont pas touchés, c'est non transmissible à l'homme. Mais en Belgique, il y a 200 ou 300 sangliers, c'est par les sangliers qui ont été touchés. Donc je vais tout à l'heure dans les Ardennes, je pars immédiatement après les 4V pour présider la cellule de crise régionale que j'ai fait. Nous allons faire un vide sanitaire. Une zone blanche. Une zone blanche. Et à l'intérieur de cette zone blanche, il faudra éradiquer les sangliers. Est-ce que l'armée va être mobilisée ? Oui, l'armée sera mobilisée. J'ai obtenu l'autorisation du président de la République et du Premier ministre. C'est avant tout les chasseurs, l'Office national de la faune sauvage, l'Office national des forêts qui vont travailler, qui vont chasser les sangliers. Il y a 500 à 600 sangliers qu'il faut tuer dans les 2 à 3 semaines pour faire le vide sanitaire et pour assurer que la France reste indemne et ne soit pas touchée par cette peste porcine africaine. Si c'était le cas, c'est un gros coup de poignard dans la filière porcine, et notamment, il n'y aurait plus aucune exportation possible. Donc moi, j'ai pris la mesure des problèmes depuis 3 mois. Les choses avancent. Vous allez continuer avec ce dispositif. Merci beaucoup, Didier. Merci à vous. C'est à vous, Laurent.